1976. Un joueur de tennis suédois entre sur un court avec une paire de chaussures italiennes aux pieds. Personne ne sait encore qu'il va devenir l'un des athlètes les plus dominants de l'histoire du sport. Son nom, Björn Borg. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui n'est pas qu'il porte du Diadora. C'est ce que Diadora a compris avant presque tous ses concurrents. Un champion ne devrait jamais se contenter de porter une chaussure. Il devrait participer à sa conception. Et cette idée, née dans un petit atelier des montagnes du nord de l'Italie, va transformer une entreprise familiale en partenaire de certains des plus grands champions de son époque. Pourtant, avant d'arriver sur ce court de tennis, il faut remonter beaucoup plus loin. Et surtout, il faut comprendre par où tout a commencé. Kerano di San Marco, en Vénétie, 1948. Pas de superstar, pas de stade, pas de contrat publicitaire, juste un cordonnier nommé Marcello Danieli qui a appris son métier enfant, dans une région où l'on fabriquait déjà des bottes pour l'armée pendant la Grande Guerre. Danieli ouvre un atelier où l'on façonne à la main des chaussures de montagne et des chaussures de travail, et cette origine explique quelque chose que l'on oublie complètement lorsqu'on regarde Diadora aujourd'hui. La première compétence de cette marque n'était pas le marketing, c'était le cuir, c'était le pied humain, c'était la manière dont une chaussure résiste à un terrain hostile. Ce savoir-faire artisanal va devenir, sans que personne ne le sache encore, le socle de toute une industrie sportive. Les années 1960 arrivent. L'Italie change, le niveau de vie progresse, les loisirs se démocratisent, de nouveaux sports séduisent une classe moyenne en pleine expansion. Diadora obtient d'importants brevets américains et commence à quitter prudemment son univers d'origine. Elle se lance dans le ski, puis dans la course, puis dans le tennis. Mais il faut bien comprendre ce qui se joue réellement ici, parce que ce n'est pas un simple changement de métier. Diadora ne se dit pas « Nous savons fabriquer des chaussures, fabriquons-en pour n'importe qui ». Elle se pose une question beaucoup plus stratégique. Qu'est-ce que nous savons déjà faire, que nous pouvons appliquer ailleurs? Cette nuance va tout changer, parce qu'un pivot réussi ne consiste presque jamais à tout abandonner. Il consiste à transposer une compétence rare vers un terrain où elle devient soudain précieuse. Dans les années 1970, le sport professionnel explose. Le marketing sportif change de nature. Diadora comprend qu'un athlète ne vend pas seulement une chaussure, il vend une promesse de performance. En 1974, la marque commence à structurer sa stratégie autour de grands noms, Guillermo Vilas en tête. Puis en 1975, elle s'associe à l'Australien Martin Mulligan et lance les toutes premières chaussures de tennis à tige en cuir, là où l'industrie entière utilisait encore du tissu. La même année, Diadora entre aussi dans le football aux côtés de Roberto Bettega. Et puis, en 1976, arrive Björn Borg. Cette fois, tout change d'échelle. Parce que Borg n'est pas seulement un joueur qui gagne. Il a une image, une silhouette reconnaissable entre mille, une façon de jouer que des millions d'adolescents veulent imiter. Diadora ne bénéficie donc pas simplement de sa popularité. Elle associe son produit à un personnage que le monde entier admire. Et la nuance est fondamentale. Une entreprise ne vend plus seulement un objet. Elle vend une identification. Et Diadora ne s'arrête pas là. Dans les années 1980, la marque construit un portefeuille d'une diversité presque déraisonnable. Le cyclisme avec Francesco Moser, le basket milanais, le volley italien sous la direction du légendaire Giulio Velasco, le sport automobile avec Senna, Prost et Lauda, la boxe avec Francesco Damiani. À première vue, cela ressemble à une stratégie dispersée. En réalité, c'est tout l'inverse. Chaque sport devient un laboratoire. Le tennis enseigne la précision. Le cyclisme enseigne l'aérodynamisme du mouvement. L'athlétisme enseigne l'amorti et la foulée. Et toute cette connaissance s'accumule, sport après sport, dans une seule et même entreprise. Dans les années 1990, cette accumulation prend une forme presque secrète. Diadora a créé son propre centre de recherche. Pas un simple bureau de design, mais une structure où des techniciens du cuir travaillent aux côtés d'ingénieurs du centre de bio-ingénierie de l'école polytechnique de Milan et d'orthopédistes pour traduire les besoins réels des athlètes en solutions techniques concrètes. Et cela change complètement notre lecture de la marque. Derrière chaque star, il y a des chercheurs. Derrière chaque logo cousu sur une chaussure, il y a des données accumulées sur le terrain. Dans la sueur, dans la douleur, dans l'échec, autant que dans la victoire. Le champion n'est plus seulement une image publicitaire. Il devient une source d'information. Et c'est peut-être là que se niche la vraie force de cette époque, presque invisible pour le grand public. Écouter ceux qui utilisent de ton produit dans des conditions extrêmes, c'est parfois accéder à des vérités qu'aucun bureau d'études ne pourra jamais deviner seul. Puis viennent les années où Diadora entre dans la légende. La Coupe du Monde 1990, Roberto Baggio et sa queue de cheval devenue iconique. En 1992, Marco van Basten remporte le Ballon d'Or alors que Diadora domine également le tennis avec Jim Courier et Boris Becker qui cumulent à eux deux 10 titres
ATP sur la seule année. En 1993, c'est Baggio lui-même qui reçoit le Ballon d'Or avant de conduire l'Italie en finale de la Coupe du Monde 1994 face au Brésil. C'est le sommet. Une marque italienne des champions mondiaux, une génération entière qui grandit en s'identifiant à ses héros. Et pourtant, c'est précisément à cet instant que l'histoire de Diadora devient la plus intéressante. Parce qu'une marque peut dominer l'imaginaire collectif et devenir, presque au même moment, dangereusement fragile sur le plan économique. En 1998, deux événements surviennent la même année et leur coïncidence est presque cruelle. D'un côté, Diadora a l'intuition de revenir à ses racines. Elle utilise 50 ans d'expertise sportive pour lancer Diadora Utility, dédiée aux chaussures de sécurité pour les travailleurs. Une boucle se referme, la compétence de 1948 retrouve enfin sa place. Mais cette même année, la famille Danieli, celle-là même qui avait fondé l'entreprise dans un atelier artisanal 50 ans plus tôt, cède le contrôle de Diadora. Le nom reste. L'âme fondatrice, elle s'en va. Et ce qui suit va confirmer qu'un empire construit sur l'émotion sportive n'est jamais à l'abri du réel. Au début des années 2000, le paysage change violemment. Les grands groupes internationaux investissent des sommes que plus aucune entreprise familiale italienne ne peut suivre. Diadora tient bon un temps, s'associe même à l'AS Roma et à Francesco Totti entre 2003 et 2007. Mais derrière cette vitrine, la dette s'accumule. Les ventes reculent année après année. Et vers la fin des années 2000, Diadora est au bord du gouffre, pas au sens figuré, réellement au bord de la faillite. C'est à ce moment précis qu'Enrico Moretti Polegato, dont la famille a bâti l'empire Geox, décide d'intervenir. Il expliquera plus tard que Diadora représentait trop dans l'histoire du sport italien pour être abandonné à la banqueroute, ou pire, récupéré par un investisseur sans attache avec son héritage. Il ajoutera une phrase presque poétique. La marque était propre, disait-il, mais invisible, meurtrie sans être brisée. En 2009, la famille Moretti Polegato rachète Diadora dans son intégralité et entame une reconstruction patiente fondée sur l'héritage plutôt que sur la rupture. Et c'est exactement pour cela que l'histoire de Diadora ne peut pas se résumer à une phrase simpliste comme Diadora était grande puis Nike est arrivé. La réalité est plus fine et beaucoup plus instructive. Diadora a accumulé pendant des décennies quelque chose qu'aucun concurrent ne peut acheter sur un marché. Un savoir-faire transmis, une mémoire du geste sportif, une identité italienne inscrite jusque dans le cuir de ses chaussures. Et quand tout semblait perdu, ce n'est pas une stratégie marketing agressive qui a sauvé la marque. C'est précisément cette identité, restée intacte sous la poussière des difficultés, qui a convaincu quelqu'un de la sauver plutôt que de l'enterrer. Aujourd'hui, Diadora est présente dans plus de 60 pays et continue d'avancer sur 3 fronts, le sport, le lifestyle et Diadora Utility, refermant ainsi la boucle ouverte en 1948. Une chaussure de montagne lui a appris la résistance. Le tennis lui a appris la précision. L'athlétisme lui a appris le mouvement. Le football lui a appris l'émotion collective. Et la quasi-faillite du début des années 2000 lui a appris quelque chose de plus rare encore, que la valeur d'une entreprise ne se mesure pas seulement à son chiffre d'affaires du moment, mais à ce qu'elle a construit d'irremplaçable dans le temps. Ce n'est peut-être pas l'histoire d'une marque qui a tenté de devenir Nike, c'est l'histoire d'une entreprise qui, pendant plus de 75 ans, a tenté de rester excellente dans quelque chose de beaucoup plus difficile, comprendre le mouvement humain même lorsque tout autour d'elle semblait s'effondrer. Si cette histoire t'a appris quelque chose sur la manière dont un héritage peut sauver une entreprise, là où aucune stratégie n'y serait parvenue, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle marque tu veux qu'on décortique ensemble la prochaine fois.